Les conflits de haute intensité se multiplient. Les attentats, les bouleversements géopolitiques obligent l'armée française à se préparer au scénario noir. L'invasion des pays baltes par la Russie, un blocus chinois sur Taïwan, une bombe nucléaire iranienne ou encore le risque d'une guerre civile en Nouvelle-Calédonie. La France s'y prépare. Une centaine d'experts militaires, scientifiques, membres de think tanks ainsi que des généraux ont analysé ces enjeux. Interviewé par Alexandra Saviana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Express et vous publiez les scénarios noirs de l'armée française. Comprendre les menaces qui nous attendent. Publié chez Robert Laffont. Un ouvrage passionnant, extrêmement documenté, carte à l'appui, que l'on a reproduit justement sur LCI. Russie, Chine, Nouvelle-Calédonie. Dans ce livre, vous pensez des scénarios noirs qui sont tout à fait possibles, des guerres qui peuvent intervenir dans les 5-15 ans, entre 2024 et 2025 maintenant et 2030, et pour lesquelles l'armée française se prépare. Ce sont les guerres de demain. Alors évidemment, parmi les scénarios que nous avons retenus, il y a celle d'une invasion russe des pays baltes qui pourrait arriver en mars 2029. C'est ce que vous imaginez, fort du soutien d'un camp républicain déterminé à arrêter toute livraison d'armes en Ukraine. Le président russe est passé à l'action. Quand on voit ce que dit Donald Trump, on imagine que Vladimir Poutine a potentiellement un boulevard devant lui. On a reproduit donc la carte que vous avez imaginée, dessinée dans votre livre. Et vous dites, grâce à François Hesbourg, que vous avez interviewé, éminemment spécialiste, qui dit « Pour que le scénario d'une arrivée éventuelle des Russes dans les pays baltes se produise, il faut d'abord que les Américains se retirent. Ce retrait pourrait être requis dans le cadre d'une neutralité imposée similaire à celle qui avait été prévue avant la Seconde Guerre mondiale. » On va revoir la carte. Étant donné la direction que prend Donald Trump, ce scénario que vous dessinez est tout à fait possible. Il est tout à fait possible. Alors, je suis ravie que vous ayez cité justement M. Hesbourg, qui est un intervenant passionnant, juste pour justement rappeler que dans ce livre, ce sont des intervenants qui ont un point de vue géopolitique, une expérience militaire. Ce ne sont pas des prévisions que je sors du chapeau, c'est vraiment quelque chose qui a été fait document à l'appui. Et donc effectivement, ce scénario-là est envisagé et aujourd'hui envisageable dans la mesure où on a un président élu républicain qui va arriver au pouvoir, qui est extrêmement erratique, extrêmement imprévisible. Il a dit qu'il voulait régler la guerre en Ukraine en 24 heures, puis il est revenu là-dessus. On imagine qu'il ne veut pas donner totalement le point à Poutine pour des questions d'honneur, mais dans le même temps, il ne veut pas non plus afficher un soutien aussi appuyé que Biden à l'Ukraine. Donc là, aujourd'hui, on est dans un moment d'instabilité profonde avec la guerre en Ukraine. On ne sait pas du tout où ça va mener. Dans mon scénario, je fais intervenir le scénario et je le fais débuter en 2029 et pas en 2025, pas en 2026, donc pas sous un mandat Trump, même si j'imagine avant un mandat Trump, parce que je voulais un peu laisser le temps au président américain, dans son mandat, de retirer les troupes américaines d'Europe afin de pouvoir créer un boulevard encore plus important à Vladimir Poutine. C'est ce que dit François Hesbourg. Il dit en 40, l'invasion soviétique des pays baltes ne s'est pas faite que par la guerre. La viande, dit-il, c'est une métaphore, avait été attendrie au préalable. Voilà, exactement. Et donc, dans le scénario en 2029, on a un président qui est Tucker Carlson, un ancien présentateur de la Fox. D'ailleurs, pourquoi vous l'imaginez lui, justement, Tucker Carlson? Alors, je l'imagine qui est proche du Kremlin. Qui est proche du Kremlin, exactement. Ça m'a beaucoup amusé. C'était peu après son renvoi de Fox News que j'ai commencé à penser à lui comme candidat crédible. Et donc aujourd'hui, Tucker Carlson n'est plus sur la Fox. Aujourd'hui, il présente sa propre émission qui est diffusée sur le réseau Twitter X, qui est possédé notamment par Elon Musk, grand ami de Donald Trump. Et Tucker Carlson, sur son émission, déroule absolument tout le langage du Kremlin. Début décembre, il a par exemple interviewé Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, et il explique dans une vidéo préambule que si Biden soutient trop l'Ukraine, on risque une escalade nucléaire. Donc il reprend absolument tout le point langagé du Kremlin. Donc j'imagine que si jamais l'animateur Tucker Carlson, comme l'animateur de télé-réalité Trump, était élu à la Maison-Blanche, ce serait un peu Trump 2.0 avec un boulevard encore plus ouvert
à Vladimir Poutine en Europe. A-t-on les moyens d'assurer la défense des États membres de l'Union européenne, s'interroge justement François Hesbourg. Aujourd'hui, a priori, la France est une petite joueuse avec ses 200 chars Leclerc, soit 7 fois moins que le nombre de chars d'assaut en Pologne. En 2025 ou 2029, nous n'aurons pas eu le temps d'augmenter substantiellement les forces de nos armées. Nous ne sommes pas prêts à affronter ce type de guerre ? Alors, une guerre conventionnelle qui se déroulerait sur le sol de l'Union européenne ou, comme dans mon scénario, la Russie envahirait les pays baltes, menacerait la Pologne, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour l'armée française. Je parle à notamment Guillaume Lesconjariès, qui est un historien militaire, qui m'explique que dans le cas d'une telle invasion, il faudrait envoyer au moins 15 000 personnes. Donc 15 000 personnes sur le front. Il faut multiplier ça par 3 parce que ça veut dire 15 000 personnes à l'entraînement en France et 15 000 personnes qui sont prêtes à prendre la relève. Oui. Ça veut dire 45 000 personnes qui doivent être prêtes, 45 000 soldats de l'armée de terre qui doivent être prêtes à aller sur le front. Or, aujourd'hui, pour vous donner une idée, l'armée française de terre totale, c'est 77 000 hommes qui sont répartis sur plein de petits théâtres différents, qui sont répartis en Afrique, qui sont répartis en Indo-Pacifique, qui sont répartis en Europe, évidemment. Donc on ne pourrait pas déployer plus de la moitié de nos effectifs. On n'a pas une armée, en fait, extensible pour le moment. Depuis la fin de la guerre froide, l'armée française est devenue une armée échantillonnaire, c'est-à-dire une armée qui fait beaucoup de choses, très bien, mais en petite quantité. Quand les gens veulent être méchants, ils parlent d'armée bonsaï. Donc c'est pas une armée qui est aujourd'hui prête à faire face à un scénario d'une telle intensité. Il y a des chiffres qui sont sortis au début du conflit ukrainien qui disaient que l'armée française aurait pour 3 jours de munitions. Oui. Aujourd'hui, l'appareil industriel se prépare à un conflit beaucoup plus important. La guerre en Ukraine a commencé à préparer, mais on n'est pas encore prêt. Et les incertitudes sur le budget 2025 et sur le budget des armées n'est pas non plus pour rassurer. Justement, il y a eu une hausse des budgets, des dépenses militaires. Hein. Le budget des armées est passé à 59 milliards d'euros par an, soit près du double du budget de 2017, qui vient rattraper une disette budgétaire qui a duré presque 30 ans. Mais est-ce que c'est suffisant ? C'est toute la question. On se souvient, en 2017, le général de Villiers, qui était à l'état-major, avait démissionné, justement, avait provoqué un gros débat sur les moyens de nos armées. On s'était bien rendu compte qu'ils étaient insuffisants. Aujourd'hui, on a une loi de programmation militaire qui est la loi que j'examine dans le livre, justement. Est-ce qu'on pourrait y faire face ? Et on se rend compte que dans les 11 scénarios, justement, il y a des configurations où la France n'aurait pas suffisamment de moyens. En fait, la France se trouve face à un dilemme qui est assez cornélien aujourd'hui, c'est face à la multiplicité des conflits dans le monde, on fait comment ? On privilégie quelle armée ? Est-ce qu'on doit privilégier la marine ? Est-ce qu'on doit privilégier l'armée de terre ? Est-ce qu'on doit privilégier l'armée de l'air ? Aujourd'hui, la France ne répond pas à ces questions. Donc oui, on augmente les budgets, mais les budgets ne sont pas extensibles. Et en plus, aujourd'hui, la France doit faire face à de multiples crises qui vont peu à peu grignoter les budgets militaires. Je pense à la Nouvelle-Calédonie, je pense à ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte. Donc on n'a pas de feuille de route extrêmement claire, même si le pouvoir politique affiche une grande volonté de renforcer la puissance militaire française. Parmi les scénarios noirs qui peuvent nous attendre dans les prochains mois, les prochaines années, il y a la situation à Taïwan. Vous imaginez un blocus chinois dans 2 ans. La Chine cherche à développer ses capacités quantiques pour neutraliser des systèmes de communication en mer. Pékin a fait beaucoup de progrès en la matière en mettant beaucoup d'argent dans le domaine. C'est ce qu'explique Emmanuel Véron, grand spécialiste de la région. Il communique peu là-dessus, ce qui signifie qu'il y a bien une logique d'application militaire, notamment lors d'éventuels combats en mer. On peut revoir la carte, c'est très, très intéressant. Pourquoi vous avez considéré que la Chine allait... Alors on voit les bases militaires chinoises en rouge, les bases militaires américaines en bleu, et on va voir dans une 2 heures carte, voilà, Taipei, Taichung et Kaohsiung. Pourquoi la Chine attaquerait d'abord ces villes-là ? Je voulais vraiment avoir un point d'ancrage justement sur tout le territoire de Taïwan et sur des villes importantes, des villes militaires aussi. Je voulais montrer que c'était une île extrêmement vulnérable. On a quand même un canal entre la Chine et Taïwan qui est extrêmement réduit. C'est
quelque part facile pour une armée aussi importante que celle de Pékin de vouloir pénétrer et de vouloir rentrer aujourd'hui sur le territoire taïwanais. Ce qui l'en empêche, c'est évidemment les réactions internationales, notamment les réactions des États-Unis. Aujourd'hui, Pékin ne s'amuse pas à envahir Taïwan parce qu'il y a quand même le géant américain qui a redéployé toute sa stratégie militaire au détriment de l'Europe un petit peu pour justement sauvegarder Taïwan et les protéger. Et donc, la Chine, aujourd'hui, pourrait avoir ces plans-là, mais encore une fois, je dis qu'il faut faire attention à ce niveau-là, parce qu'il y a le géant américain qui protège. Est-ce qu'il protégera toujours Donald Trump? Si on peut revoir la carte d'avant, où on voit les bases militaires américaines, justement, au large de Taïwan, hein, elles sont représentées ici en bleu. Hein. Je rappelle qu'on imagine qu'une frégate française est coulée en 2027. Oui. Hein, c'est un scénario noir, hein, une projection. Donald Trump, est-ce que c'est sûr qu'il aura envie d'utiliser les forces américaines pour sauver Taïwan, lui qui ne veut pas justement nourrir, alimenter des conflits? C'est la grande question. En fait, aujourd'hui, Taïwan a une grande force, c'est sa force industrielle. C'est un territoire qui produit des microprocesseurs en masse. C'est le territoire qui produit le plus de microprocesseurs au monde. Donc, au niveau industriel, les États-Unis en ont aussi besoin. Et toute la question, c'est est-ce que les États-Unis auront toujours besoin de Taïwan en 2027 ? Auquel, si la réponse venait à être négative, évidemment, ils réagiraient moins. Et quant à la présence d'une frégate française que vous mentionniez dans la zone, pour vous donner un petit peu un exemple de la manière dont j'ai construit ces scénarios, moi, à chaque fois, je cherchais à trouver un moyen de faire rentrer la France dans un conflit, notamment dans un conflit d'actualité qui menace. Aujourd'hui, tout le monde dit que 2027, ce serait un point de bascule. C'est la CIA qui dit, à ce moment-là, la Chine pourrait avoir atteint son autonomie alimentaire et pourrait donc décider d'envahir Taïwan parce que les représailles, les conséquences pour elle d'un conflit seraient moindres. Donc, à ce compte-là, je sais qu'il va y avoir un énorme conflit entre Taïwan et la Chine, enfin j'imagine. Donc, il faut que je mette une présence française pour avoir une raison d'engager l'armée française dans ce conflit. Et donc c'est pour ça que dans le scénario, une frégate française est coulée, sachant qu'il y a des frégates françaises qui circulent dans cette zone, qui observent, qui surveillent. Déjà à l'heure actuelle. La guerre en Ukraine est venue nous rappeler que nous n'étions pas du tout épargnés par ces menaces, où qu'elles soient, et que ces guerres éventuelles auraient des répercussions en Europe et en France. Les militaires que vous avez sondés, que vous avez interviewés, comment ont-ils réagi quand vous leur avez dit « Moi, précisément, je veux une réponse sur la perspective d'une invasion russe des pays baltes dans 5 ans, sur une guerre à Taïwan ». Ce sont des sujets très sensibles et très tabous. Oui, et c'est une question très intéressante parce que c'est justement, ça révèle tout l'intérêt du sujet. Quand je leur ai posé ces questions-là, beaucoup m'ont dit, vous savez, vous avez quelque part de la chance parce que s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, on ne vous aurait pas parlé. Tout simplement parce qu'un événement de cette ampleur, un tel retournement géopolitique nous paraissait totalement ubuesque il y a quelques années. Or, aujourd'hui, penser qu'on peut avoir une guerre sur le territoire européen depuis aussi longtemps, avoir une puissance comme la Russie qui envahit l'Ukraine, penser que ce soit possible, ça permet d'envisager, de concevoir d'autres scénarios qui auraient pu paraître encore plus abracadabrantesques il y a quelques années en arrière. Donc je pense à Taïwan, je pense au scénario Nouvelle-Calédonie que j'ai notamment dans le livre. Parlons-en donc, oui, parce que les scénarios évoqués comprennent une éventuelle guerre civile en Nouvelle-Calédonie où la distance avec la métropole exposerait l'archipel aux ingérences étrangères. Vous rappelez que c'est un territoire clé dans la stratégie indo-pacifique d'Emmanuel Macron, qui veut faire de la France une puissance d'équilibre dans la zone, une ambition qui fait notamment obstacle aux velléités expansionnistes de la Chine. Oui, absolument. Alors, la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire qui a énormément d'intérêt stratégique pour la France. D'abord parce que c'est un territoire qui a une ZEE assez importante, une zone économique exclusive, c'est-à-dire qui permet à la France de naviguer dans la zone, qui permet d'avoir
avoir des ressources halieutiques pour la pêche tout simplement, et aussi un point d'appui dans le Pacifique, c'est-à-dire un point militaire important. On a des bases militaires, on a une armée là-bas. Ça, c'est quelque chose qui ennuie aussi un géant comme Pékin, qui veut étendre son influence, qui l'étend de manière économique, notamment au Vanuatu, et qui a essayé un petit peu en Nouvelle-Calédonie de continuer à étendre sa puissance. Pour le moment, ils sont un peu en retrait, mais dans le livre, j'imagine qu'ils tentent réellement de séduire les indépendantistes kanaks en leur disant « Voyez, vous êtes abandonnés par Paris, ils ne vous donnent pas suffisamment d'aide, ils ne vous prêtent pas assez attention. Nous, on va pouvoir vous donner l'argent qui va vous permettre de vivre, notamment du nickel, et de pouvoir faire vraiment grandir votre industrie. » Vous évoquez également, et ça c'est vraiment un sujet d'actualité qui est déjà mis en place, c'est une guerre qui existe déjà, le spectre d'une cyberguerre où sans invasion militaire du territoire, un pays peut être profondément déstabilisé. David Colomb, professeur d'histoire à Sciences Po, vous avez beaucoup travaillé, inspiré de ces recherches, dit que l'un des risques principaux des prochaines années est celui d'une population ignorant qu'elle est en guerre. Oui, ça c'est une thèse qui est assez remarquable chez lui. Il dit il imagine un scénario à la TikTok où il dit, imaginez, on est tous bloqués sur nos téléphones, on voit tous des contenus qui sont spécifiquement designés pour nous et on ne se rendrait pas compte de tout ce qui se passe autour de nous, de tous les conflits, de toutes les ingérences. Et j'ai envie de vous dire, c'est parfois un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on constate avec la guerre en Ukraine et où interroger le français dans la rue, je ne suis pas sûre que tout le monde ait à l'esprit qu'il y a des dizaines de sabotages, d'opérations qui se passent depuis le début de la guerre en Ukraine sur le continent européen. Ça, c'est un point aveugle auquel on ne pense pas. On ne pense pas que Moscou menace directement, parfois physiquement, certains ressortissants européens, par exemple. Et alors, je ne vais pas dire que c'est TikTok qui forcément nous empêche de voir ça, mais dans l'esprit de David Colomb, il essaie vraiment d'expliquer comment les algorithmes nous enferment et donc nous empêchent de voir la réalité, nous empêchent de voir que, par exemple, il y a un article du New York Times très intéressant qui date de l'été dernier, qui explique que l'un des principaux dirigeants d'armement allemand a été visé par un complot russe qui a été déjoué par les services secrets américains. Ça, c'est quelque chose que les gens qui regardent beaucoup le New York Times, qui regardent beaucoup l'actu en Ukraine savent, mais quelqu'un qui regarde TikTok de manière lambda tous les jours, est-ce que ça, c'est forcément une information qu'il voit? Je ne pense pas. Vous dites, auparavant, on se battait en mer et dans les airs. Aujourd'hui, vous avez des zones grises dans lesquelles nos adversaires peuvent développer des stratégies hybrides. Nous faisons maintenant, par exemple, face au champ de confrontation informationnelle, certains parlent même de guerre cognitive qui utiliserait des biais cognitifs des groupes humains pour leur donner une perception erronée de la réalité. Vous parlez de TikTok, mais on pourrait aussi parler de X, ex-Twitter, qu'Elon Musk utilise pour faire passer ses idées. Oui. En fait, toute la question, c'est qui maîtrise l'information, de quelle manière, comment est-ce que les sentiments négatifs aussi peuvent être instrumentalisés pour pousser tel ou tel candidat. La première chose qui vient à l'esprit, c'est ce qui s'est passé récemment en Moldavie avec la présidentielle qui a été annulée de justesse, où un candidat pro-russe a été poussé, oui. Alors je vais encore reparler de TikTok, pardon, mais a encore été poussé par TikTok, notamment via des comptes poussés par la Russie. On voit qu'il peut y avoir réellement une manipulation de l'opinion dont on ne se rend pas forcément compte, et pour ça il faut éduquer la personne, le citoyen moyen aux médias, à la critique de ça. Alors, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse parce qu'on est journalistes toutes les deux, donc on va donner l'impression probablement de vouloir prêcher pour nos médias, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un déficit informationnel dans la mesure où de plus en plus de gens s'informent sur les réseaux sociaux, donc avec des médias, avec des biais que l'on ne connaît pas, tout simplement parce qu'on n'a pas accès aux algorithmes. Et donc la grosse question aujourd'hui, en cas de conflit, c'est où est-ce que les gens vont s'informer, qu'est-ce qu'ils jugeront comme source d'information fiable. Et pour ça, il faut qu'ils développent leur esprit critique et qu'ils sachent que des biais, il y en a chez les journalistes, mais il y en a aussi dans les algorithmes.
Évidemment, et ça on n'en parle pas assez. Dernière question sur une guerre potentielle algéro-marocaine. Ces deux pays sont arrivés à une dégradation telle de leurs relations, allant même jusqu'à une rupture de leurs relations diplomatiques, que l'on ne peut rien exclure. C'est ce que vous dit le diplomate Xavier Driancourt, ex-ambassadeur de France en Algérie. Il dit: le conflit israélo-palestinien change à nouveau la donne dans la région. Il unifie les Algériens autour d'un sujet très fédérateur, tout en fragilisant le Maroc en raison de ses liens avec Israël. Et vous imaginez une implication de la France? Pourquoi? Alors, ce scénario, c'est... Tout le monde m'a dit, tout le monde a répété, c'est le scénario le plus noir pour la France, parce que c'est le scénario le plus délicat d'un point de vue diplomatique et d'un point de vue historique. On est face à deux anciens pays qui ont une histoire extrêmement lourde avec la France, liée à la colonisation. Et dans mon scénario, j'imagine un moment, un effondrement du régime algérien. Et face à ça, la junte militaire encore au pouvoir n'a qu'un réflexe, c'est de cibler la France pour unir le pays contre un ennemi désigné qui est Paris. Et c'est difficile de ne pas voir un écho de ce scénario dans ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, dans notamment le dernier discours du président Tebboune qui a visé énormément la France, qui l'a notamment accusé de génocide. C'était le 29 décembre, ça. Donc on voit que véritablement ce que dit Xavier Driancourt, ce que disent les gens dans ce scénario, c'est que la France est en première ligne. C'est un peu... parfois une piñata de certains régimes qui la voient comme un ennemi désigné. Je vous conseille vraiment la lecture de votre livre, Les scénarios noirs de l'armée française, comprendre les menaces qui nous attendent, publié chez Robert Laffont. Merci beaucoup Alexandra Saviana, journaliste à l'Express.